propose qu'en l'état, les micros soient éteints. C'est l'occasion pour moi de vous accueillir à ce premier événement de l'année 2021 organisé par le Centre de droit du numérique, notre Digital Law Center. L'occasion pour vous souhaiter à toutes et tous nos meilleurs voeux de la part de toute l'équipe du Digital Law Center pour cette année qui commence pas nécessairement sous les meilleurs auspices, mais qui nous permettra, on l'espère vivement, d'organiser des événements en présentiel aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, selon la formule Alain Berset-Tienne, que vous connaissez certainement. Séminaire extrêmement important sur une thématique pratique des smart contracts et qui vise à vous présenter, comme vous le voyez à l'écran, grâce à Amélie Favreau, que je remercie ici, ce projet Open Smart Contracts à destination des professionnels du droit et de la justice, discuter de l'utilité pratique de ces smart contracts pour les avocats. Avant de passer la parole à mon collègue Yaniv Benamou, je souhaite vivement remercier l'Ordre des avocats de Genève et particulièrement sa commission Innovation et modernisation du barreau, la CIMBAR, en particulier sa présidente Stéphanie Chuffard et la personne qui représente la CIMBAR, Maître Fabien Gillot, à qui on va également passer la parole dans quelques instants, puisque ce séminaire est organisé avec le soutien et en coopération avec la CIMBAR, ce qui est extrêmement précieux pour nous au Digital Law Center dans une perspective de créer des partenariats et des interactions étroites entre l'université et le monde pratique du droit dans ces thématiques qui sont essentielles de droit du numérique. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous informer que le Digital Law Center va coopérer à une autre occasion avec le DAGE et cette fois avec la commission de formation permanente dans le contexte d'un atelier à venir ces prochaines semaines en matière de protection des données personnelles, ce sur quoi des informations seront données ultérieurement. Sans plus attendre, donc je passe la parole maintenant à Yaniv Benamou pour la suite et vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire en vous remerciant toutes et tous de votre présence et de vos participations et en remerciant naturellement très vivement toutes les personnes qui ont contribué à son organisation et à nos panélistes et intervenants. Merci Jacques, mesdames et messieurs, chers et chers collègues. J'ai le plaisir de dire quelques mots d'accueil en 2-3 minutes pour ce webinaire, simplement pour rappeler son contexte et son déroulé. D'abord, s'agissant du contexte, je précise qu'il s'agit du premier événement du Digital Law Center organisé conjointement avec l'Ordre des avocats et plus particulièrement la CIMBAR. Le but ici, c'est déjà de renforcer le dialogue entre l'université, les communautés de recherche et les praticiens, praticiennes, les avocates, avocats, à travers l'Ordre des avocats à Genève, sachant que la mission du Digital Law Center est aussi de contribuer à accompagner la transformation numérique de la profession d'avocat. Donc, on est vraiment ravis de commencer ce partenariat ainsi. Quelques mots sur les aspects pratiques. Nous aurons une présentation qui va être introduite par Maître Fabien Gillot et qui sera présentée donc, par Dr Amélie Favreau. Ensuite de cette présentation, il est prévu un temps d'échange et de discussion. Donc, vous aurez la possibilité de poser des questions. J'encourage toutes et tous qui ont des questions de le faire via le chat. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire simplement en activant votre micro. On a cette possibilité, on n'a pas à muter vos micros. Si dans l'intervalle pendant la présentation, excusez-moi, vous avez déjà des questions et vous souhaitez interpeller Dr Amélie Favreau, vous pouvez aussi le faire de nouveau via le chat, puis sinon activez votre micro. Amélie Favreau a accepté qu'on l'interpelle et on s'est dit que c'était aussi une occasion de créer plus d'interactivité malgré la distance. Donc, temps d'échange et de discussion après la présentation et pendant, n'hésitez pas s'il y a des questions que vous souhaitez déjà poser. Pour les avocats stagiaires, il est possible de nous envoyer l'attestation téléchargée sur le site et pré-remplie. Vous pouvez l'envoyer à l'adresse du site Digital Law Center que vous trouvez sur notre site, sous contact. Vous l'envoyez à notre secrétariat, et soit par email, soit par poste, et puis on vous la renverra signée. Encore un point d'aspect pratique, l'événement est enregistré. Donc, juste que vous sachiez toutes et tous, c'est enregistré. Il sera mis à disposition sur la plateforme, le site Digital Law Center.
D'ailleurs, merci à celles et ceux qui veulent garder leur caméra allumée, ça permet de créer un peu plus d'interactivité. Et puis les autres, évidemment, libre à vous de les laisser éteintes. Quelques mots encore sur le choix du sujet. Il semblait important pour nous de parler de smart contracts, car cette question nous concerne toutes et tous, comme avocates, avocats. En effet, selon certains, nous serions aujourd'hui sur la ligne de départ avec aujourd'hui seulement quelques clauses et quelques contrats auto-exécutants qui seraient disponibles, mais d'ici 5-10 ans, tous les domaines seront impactés et automatisés. Les smart contracts sont en effet l'équivalent informatique d'un contrat traditionnel qui s'auto-exécute automatiquement lorsque des conditions définies au préalable sont remplies et permettent ainsi d'automatiser toute transaction et de se passer ainsi d'intermédiaire ou de validation manuelle. On mentionne souvent les exemples typiques transport de matières premières. Les sociétés de négoce pourront livrer du riz ou du pétrole d'un pays à l'autre en automatisant tous les documents, les processus de validation manuelle, ou également les services de paiement. On en parlait avant avec Amélie Favreau qui a acheté un billet de concert à Édimbourg, je crois, avec un service de paiement qui se déployait sur une blockchain. Donc, comme on peut dire, via le bout du pouce, à terme, on pourra, avec nos smartphones ou nos montres connectées, faire tout type d'achat avec des services de paiement sur les blockchains. Alors, cette automatisation aura un impact sur notre métier d'avocat. C'est pour ça qu'on veut en parler aujourd'hui tous ensemble. Que toute ou partie de notre société soit automatisée d'ici 5-10 ans, force est de constater que comme avocat conseil en tout cas, il sera nécessaire de bien comprendre la technologie, ses limites techniques et juridiques pour pouvoir ensuite conseiller son client. Quels sont les risques, les limites de la blockchain, quels sont les types de clauses contractuelles qui sont traduisibles en langage informatique. On parle parfois de clauses éligibles, binaires versus d'autres clauses sujettes à interprétation non éligibles au smart contract. Et puis, comme avocat technophile ou même entrepreneur, on pourra songer à des possibilités de créer des projets blockchain ou smart contract. Et puis, évidemment, la question que nous nous posons tous, qui est plus spécifique liée à notre métier, est l'incidence de cette automatisation pour notre profession. Le travail traditionnel des avocats, conseils qui rédigent et interprètent des contrats sera-t-il toujours d'actualité ou devrons-nous nous convertir en avocats augmentés, appelés à écrire nous-mêmes du code plutôt que d'écrire des livres et des contrats? On en parlait aussi avant, et ce sera intéressant d'en discuter tous ensemble, du conservatisme a priori de certains avocats en France par rapport à, en tout cas, ce qu'a pu observer Amélie Favreau, par rapport à la Suisse. Vu votre réaction, toutes et tous qui êtes intéressés à ce webinaire, peut-être moins de conservatisme, en tout cas une curiosité pour mieux comprendre cette technologie. Alors, pour conclure, envisager le phénomène dans toute sa complexité, aujourd'hui, nous proposons de partir d'un exemple concret, l'idée d'une librairie de clauses contractuelles traduites en langage informatique, plus axée sur le droit continental. On sait qu'il existe d'autres projets plus droit américain. Et puis, c'est une plateforme, une librairie de clauses contractuelles en accès ouvert, projet mené par le docteur Amélie Favreau de l'Université de Grenoble, que Maître Fabien Gillot va introduire de suite. Et puis, ainsi que le projet auquel Fabien Gillot et moi-même avons eu la chance de contribuer modestement d'un point de vue juriste helvétique. S'agissant du déroulé, je terminerai par là, donc de midi 20 maintenant au midi 25 à 13h et des poussières, nous écouterons une présentation de ce projet par Amélie Favreau. Cela nous permettra de comprendre déjà ce qu'est une clause auto-exécutante, techniquement et quels critères pour qu'elle soit éligible au code, et ensuite en quoi ces clauses peuvent être utiles pour nous, avocats dans notre pratique, et quelle suite lui donner. Et puis suivant cette présentation, comme indiqué, nous aurons un temps de discussion et d'échange. Je suis donc vraiment ravi de toute cette participation nombreuse, de votre intérêt à ce sujet. Ravi de pouvoir accueillir Dr Amélie Favreau et de ce partenariat avec l'Ordre des avocats, particulièrement la CIMBAR. Sans plus attendre, cher Fabien, je te cède la parole en tant que modérateur pour présenter le déroulé. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne présentation et une bonne discussion. Merci Yanniv, merci au Digital Law Center d'avoir mis en place cet atelier de concert avec la CIMBAR. Merci à tous d'être présents. J'ai la lourde tâche de présenter Dr Amélie Favreau, c'est un honneur pour nous de la recevoir aujourd'hui et on remercie vraiment de pouvoir être avec nous aujourd'hui pour nous montrer cette librairie de clauses avec les smart contracts. Donc c'est un closier de smart contracts. Vous le verrez, c'est extrêmement intéressant. Donc, Dr Amélie Favreau est maître de conférence HDR à l'Université de Grenoble-Alpes. Elle a réalisé un doctorat
en droit privé sous la direction de Madame Boguière, intitulé « L'objet de propriété intellectuelle dans le domaine de la santé ». Elle est directrice adjointe du Centre universitaire d'enseignement et de recherche en propriété intellectuelle, également du Centre intégré au Centre de recherche juridique, et elle est co-directrice de la Fédération de recherche Innovac. Elle a été également élue au conseil d'administration de l'Institut universitaire de technologie d'Annecy, de l'Université de technologie européenne et au conseil des écoles doctorales. Elle dirige notamment un axe plateforme et justice au sein du groupement de recherche CNRS, Internet et Société, qui propose des séminaires réguliers. Et donc, sa recherche s'articule principalement autour des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Et elle est notamment l'auteur de plusieurs articles et ouvrages sur la blockchain et l'e-réputation. Donc, merci Amélie d'être parmi nous. Donc, sans autre, je te cède la parole pour nous présenter ce closier. Bon séminaire à tous. Bonjour, merci, merci de vos présentations. Alors, quelques remerciements. Merci de cette présentation, donc, Fabien, et puis merci aussi de cette jolie introduction, Yaniv, au projet Smart Contract. Merci au Digital Law Center et au professeur Jacques de Vera pour cette invitation, et puis à toute l'organisation qui a nécessité ce séminaire, et un remerciement spécial à Eugénia, avec lequel j'ai eu la chance de pouvoir interagir de manière fluide et simple. Donc, merci à tous pour cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui vous présenter ce projet de recherche, et je vais, avant toute chose, préciser un élément qui est important pour moi, c'est que c'est un projet de recherche collective, et il y a 22, voire 25 personnes, si on compte les étudiants stagiaires, qui ont largement contribué aussi à ce projet. Donc, je porte aujourd'hui la responsabilité scientifique de ce projet, mais c'est véritablement une œuvre collective que je viens vous présenter, et qui a été réalisée par, j'aurai l'occasion d'y revenir, à la fois des enseignants, des chercheurs en droit et en informatique, mais également des avocats de France, de Suisse et de Grande-Bretagne, notamment avec un laboratoire avec lequel je travaille particulièrement, le Script, à l'université d'Édimbourg. Alors, ce projet Smart Contract, on l'a pensé à destination des professionnels du droit et de la justice, parce que, comme tu le disais très justement, Yaniv, les smart contracts aujourd'hui se développent selon le protocole blockchain qu'on utilise, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas déployables sur toutes les blockchains. Donc, ces smart contracts se développent particulièrement pour réaliser des transactions, mais il nous a semblé au début, au moment où on a écrit les premières lignes de ce projet, que les smart contracts pouvaient être utilisés pour les professionnels du droit pour augmenter effectivement leur disposition, leurs clauses, leurs contrats d'un outil informatique, et que cet outil informatique viendrait compléter, non pas remplacer bien évidemment, mais compléter leur travail. Donc l'idée, c'était au départ de proposer une plateforme qui traduirait certaines clauses d'un contrat en langage informatique. Alors, petite référence pop culture, parce que quand on a débuté ce projet, on a découvert qu'il y avait tout un langage autour des smart contracts, et qu'on était perdu dans cette traduction vers des smart contracts. Alors, j'en viens à vous présenter plus précisément le projet. Donc, les métiers du droit et de la justice, et ça a été très justement rappelé, évoluent sous l'impulsion du numérique. Les magistrats, les avocats, les notaires, entre autres, témoignent parfois d'inquiétudes, de réticence, de frilosité par rapport à ces nouvelles pratiques de programmation, d'automatisation, voire même aujourd'hui, récemment en France, il y a un décret qui s'appelle DataJust qui vient proposer une forme de justice prédictive à travers de l'algorithmisation des décisions.
Donc, face à ces inquiétudes qui naissent, dont on n'a pas à discuter de la légitimité ou pas, en face, il y a aussi de vifs intérêts, une envie, une curiosité, une envie de s'approprier ces nouvelles techniques et ces technologies, et notamment dans le cadre d'activités de conseil. Donc, nous avons essayé de répondre à cette double problématique, ce double enjeu, ces intérêts parfois divergents, et d'amorcer la prise en main par les professionnels du droit. Alors, bien évidemment, les premiers destinataires qu'on a ciblés et qui font partie de notre équipe sont les avocats. Donc, la prise en main par les avocats de ces outils technologiques, et pour rassurer ceux qui seraient plus frileux à cette technologie, on a fait en sorte d'apporter le cadre le plus rigoureux possible et exigeant aussi, que ce soit en technique comme sur le volet juridique. Donc, on a tenté, avec toute l'expertise que pouvaient avoir les membres de ce projet, d'apporter cette rigueur scientifique. Donc, je ne vais pas revenir sur la blockchain et sur cette technologie qui est complexe et qui, je pense, contribue, de par sa complexité et la difficulté qu'on peut avoir à la saisir, peut contribuer bien évidemment à la difficulté de s'approprier ces applications qui sont développées sur blockchain, que sont les smart contracts. Alors, la définition qui a été retenue du smart contract dans le cadre du projet, et elle est liée bien évidemment au projet, c'est la traduction informatique d'un engagement contractuel afin d'assurer son exécution automatique sur la blockchain. Donc, très concrètement, dans le cadre de ce projet de recherche, notre mission était de vérifier s'il y avait des clauses dans un contrat et dans quel contrat, et si ces clauses étaient susceptibles d'être traduites dans des langages informatiques. Alors, ce projet a reçu 2 soutiens importants. Le premier soutien de la mission de recherche Droit et Justice, qui est rattachée au ministère de la Justice français, et puis avec un financement qui a été accordé pour nous aider à développer ce closier, et puis un soutien de l'Université Grenoble-Alpes qui a cru dans le projet et qui a financé un contrat doctoral qui est actuellement en cours, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, l'équipe de recherche, je le disais précédemment, est composée d'une vingtaine de membres professionnels du droit, mais également de professionnels de l'innovation et de professionnels de la blockchain. Donc, on a travaillé avec 2 sociétés, la société Crypto4All, qui est spécialisée et qui nous a beaucoup aidé à comprendre tous les mécanismes de tokenisation, et puis la société InnoCube, qui est spécialisée dans tout ce qui est innovation ouverte. Et je reviendrai sur ce point parce qu'il est important sur l'innovation ouverte, parce que c'est l'ADN même de la plateforme que d'être ouverte et collaborative, et la collaboration avec InnoCube sur ce plan-là a été précieuse. Donc, l'objet de la recherche sur les smart contracts, donc vous avez sur cette slide une reproduction de la page d'accueil du site internet du projet de recherche que l'on essaie de tenir à jour, et qui présente en fait à la fois l'objet, c'est-à-dire les smart contracts, une présentation du projet, le séminaire de clôture qui a eu en 2020 avec toutes les vidéos qui sont et les enregistrements qui ont été réalisés à cette occasion, une présentation de la thèse, une bibliographie qu'on a essayé de faire le plus exhaustive possible sur les smart contracts, et puis un accès à cette librairie, à ce closier. Donc, vous pouvez directement partir du site de ce projet de recherche. Et je vais en parler un petit peu plus précisément. Donc, grâce à ces différents soutiens qu'on a reçus, on a créé à travers le closier la première librairie ouverte et européenne de smart contracts. Donc, c'est une librairie qui est en accès ouvert, qui est gratuite,
qui est collaborative. Il n'existe pas de précédent en Europe et elle se présente sous la forme d'un clausier, c'est-à-dire qu'elle va répertorier sur plusieurs occurrences la traduction informatique de clauses que l'on a écrites d'abord en français. On les a traduites en anglais. Alors, on les a traduites en anglais pour les rendre accessibles aux juristes franco-britanniques et puis plus largement. Précisons quand même qu'il s'agit de droit français sur lequel on a travaillé et systématiquement, on a pour chaque clause repris le régime juridique de la clause. On a repris le régime juridique de la clause avec les références au droit français. Après une brève conversation ce matin avec Fabien, il y a peut-être quelques adaptations en droit suisse, mais globalement, les clauses que l'on a traduites seraient susceptibles de s'appliquer également en droit suisse. Donc voilà, la traduction en anglais, c'est pour faciliter cette accessibilité intellectuelle aux collègues ou aux avocats qui même travaillent sur de la common law parce qu'ils pourraient trouver certaines clauses pertinentes dans leur système juridique. On pense que certaines clauses que l'on a choisies peuvent avoir cette vocation transfrontière. Donc, quand on a présenté le projet à la mission Droit et Justice, on leur a expliqué qu'on voulait créer un clausier trilingue, français, anglais, et puis donc tout ça en langage naturel, et un troisième langage qui est un langage informatique plus strict et plus formel. Ce qui nécessitait bien sûr une collaboration proche entre les juristes et les informaticiens. Et c'est une exigence qu'on a eue dans le projet tout au long de cette période où on a procédé à cette traduction de clauses juridiques. Il a été indispensable que le code, par les fonctions qui étaient utilisées, ne vienne pas dévoyer une pensée juridique ou une pratique juridique et respecte la commune intention des parties lorsque l'on se base sur un contrat traditionnel. Donc, le langage que l'on a choisi, c'est le langage Solidity. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce langage? Parce qu'il fait partie quand même, il faut l'avouer, des plus simples. Il est communément répandu, il est remis à jour régulièrement, il se rapproche assez bien du JavaScript ou du C++, donc c'est globalement plus accessible. Voilà, c'est pour son accessibilité. Après, on lui connaît des défauts. Il existe de nombreux autres langages informatiques qui permettent de réaliser des smart contracts. Voilà, on a fait un choix. Du recul que l'on a, on pense que certaines clauses mériteraient d'être traduites dans d'autres langages. Alors, pour le coup, il faudrait les maîtriser parce qu'ils utilisent des fonctions que n'aurait pas ou que n'a pas encore le langage Solidity et qui permettrait d'être plus fin dans la programmation. Un autre langage avec lequel on a hésité, mais qui est d'une complexité extraordinaire, c'est le langage Mendelssohn. Voilà, donc on s'est posé aussi toutes ces questions au démarrage du projet sur le choix du langage et on a opté pour le langage Solidity. Je vous disais, une thèse est en cours actuellement à l'université Grenoble-Alpes. Elle est conduite par un étudiant en droit qui s'appelle Abdoulaye Diallo. C'est un étudiant brillant qui est à la fois un juriste brillant, mais en plus curieux en informatique et qui a largement participé à l'écriture des smart contracts dans le projet. Et sa thèse s'intitule « L'écriture du droit des contrats auto-exécutants sur la blockchain, analyse et perspective ». Et il le fait sous la co-direction à la fois de Madame Siem Amer-Yahya, qui est directrice de recherche au CNRS et membre du LIG, Laboratoire d'informatique de Grenoble, et sous ma direction. L'objectif de sa thèse,
c'est d'améliorer d'une part la connaissance des smart contracts, de contribuer à la performance des smart contracts, mais aussi, et en lien avec le séminaire que l'on a aujourd'hui, de participer à cette nouvelle forme d'écriture du droit à destination des professions juridiques. Alors, voilà pour dresser le cadre, on va dire, de ce projet de recherche. Je vais en venir à l'objet, la réalisation de ce projet de recherche et à cette plateforme, ce closier trilingue. Et cette plateforme, vous allez voir, elle est née de la collaboration entre informaticiens et juristes. Dernière petite référence pop culture. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis rencontre du troisième titre? Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans ce projet, on se rendait compte qu'on avait un véritable défi de se comprendre, défi de concilier nos intérêts. Quand on parle code, un informaticien, un juriste ne pense pas de suite à la même chose. Donc, nos langages ne sont pas les mêmes. Et comme le souligne très justement Julien Gossin, qui est maître de conférence en informatique, il est membre actif du projet de recherche, il soulignait dans le séminaire de clôture que parfois on n'a même pas les mêmes objectifs, les mêmes priorités lorsqu'on élaborait cette plateforme et lorsqu'on élaborait ces différentes traductions. Donc il a fallu prendre en compte au moment où on a réalisé ce closier ces différents objectifs et ces différentes priorités et essayer de concilier au mieux les spécificités de chacun, qu'on ne cherche pas à uniformiser nos spécificités, mais au contraire à en faire jaillir une saine complémentarité. Voilà ce qu'on a essayé de réaliser. Alors, on a effectivement d'un côté des informaticiens qui comprennent parfaitement la technologie, ses capacités, ses limites, les capacités et les limites d'un langage, des variables, des fonctions, etc., qui savent les utiliser, qui nous les ont expliquées, qui nous les ont rendues accessibles. Et d'un autre côté, on avait cette communauté de juristes, chercheurs en droit et d'avocats qui maîtrisent la technique juridique, qui maîtrise le contenu d'un contrat et puis ces notions qui environnent le contrat comme la commune intention des parties, qui maîtrise l'exercice d'écriture du droit. Et cette écriture du droit qui sert de base, et ça c'est un élément fort dans le projet, qui sert de base à la traduction informatique vers un smart contract. Donc, pourquoi avoir créé cette plateforme, ce closier, alors, qui est accessible directement, donc soit par le biais du projet de recherche, du site du projet de recherche que j'ai présenté tout à l'heure. Il peut être directement accessible de par ce lien. Alors, pourquoi avoir créé cette plateforme? Eh bien, justement, pour essayer de lever ces clivages et pour rendre le droit plus accessible aux informaticiens et inversement. Donc, l'objectif de la plateforme est de proposer un double accès sur les mêmes objets. Et la plateforme est plus accessible et intelligible à partir d'un compte GitHub pour les informaticiens, mais la plateforme est également disponible pour les juristes à travers un environnement plus familier des juristes. Donc voilà, on a travaillé pour que cette plateforme puisse répondre aux deux communautés. Donc voilà comment se présente la plateforme pour, on va dire, un juriste qui souhaiterait voir quelles clauses on a pu traduire et qui serait intéressé pour découvrir les clauses qui ont été traduites. Et puis, voilà, sur le volet informatique, comment elle se présente sur le compte GitHub. Donc, on a travaillé avec un développeur qui est fantastique. Il s'agit de la société The Lab. Et on lui a dit, et d'ailleurs, s'il y a une suite du projet, je souhaiterais vraiment qu'il puisse être impliqué parce que
l'idée, encore une fois, c'est de rendre accessibles les smart contracts aux juristes, tout en permettant aux informaticiens, avec les outils qu'ils connaissent et avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, c'est-à-dire un compte GitHub qui est collaboratif, etc., de travailler à partir d'un compte GitHub et d'avoir, à travers ce closier, cette plateforme, un format pivot qui va faire le lien entre ces deux mondes et adapter la présentation aux deux publics en fonction de leurs habitudes respectives. Donc voilà la spécificité de cette plateforme et il n'y a que comme ça qu'on parviendra à permettre aux deux communautés de se rejoindre et de travailler ensemble. Encore une fois, on n'a pas cherché l'acculturation, on a cherché au contraire à permettre aux communautés de s'exprimer avec ces outils. On pense vraiment que c'est par ce moyen-là qu'on parviendra à faire collaborer les juristes et les informaticiens, à les faire travailler ensemble. Donc, la plateforme Open Smart Contract, en plus, donc je vous disais, la société The Lab, c'est un magicien, il est parvenu à faire s'interfacer différentes fonctionnalités qui sont communautaires. Par exemple, lorsque je vais me mettre, donc j'expliquerai après, en mode collaboration sur la plateforme version juriste, eh bien, ça va envoyer les informations sur GitHub. Mais si je suis informaticien et que je souhaite procéder à la correction d'un smart contract ou que je souhaite proposer une traduction d'un smart contract ou une clause, eh bien, ça va pousser les informations sur la plateforme Open Smart Contract telle qu'accessible aux juristes avec plus de facilité. Donc, les deux, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux s'interfacent et sont interconnectés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette interconnexion? Tout simplement parce qu'on voulait avoir une plateforme qui soit statique, qui ne soit pas statique justement, qui soit évolutive et qui soit collaborative. Et si on veut que les professionnels du droit et de la justice puissent s'approprier cet outil, il faut faire en sorte qu'ils puissent y collaborer, qu'ils puissent apporter déposer leurs besoins, exprimer leurs souhaits, exprimer aussi parfois des inquiétudes, des doutes sur des clauses qu'on a pu traduire ou bien également procéder à des corrections. Donc, voilà, il faut qu'on puisse avoir une plateforme qui soit évolutive. Alors, elle peut être utilisée selon deux modalités. On n'est absolument pas dans l'obligation, on peut juste venir en mode consultation ou en mode collaboration. Excusez-moi, il y a une petite erreur, c'est consultation et collaboration. Alors, tout d'abord, si je choisis le mode consultation, très simplement, je vais ouvrir le lien qui était précédemment sur une diapositive précédente. Et puis, je vais voir les clauses qui ont été traduites dans le projet de recherche. Bon, il y en a 5. Il y a un effet d'illusion avec la clause d'exclusion qui est présente 2 fois, mais il n'y en a que 5. On visait 10 clauses, la traduction de 10 clauses au départ. Mais c'est vrai qu'on a eu 2 ans et demi pour réaliser ce projet, des fonds qui étaient très limités parce qu'on avait moins de 20 000 € pour réaliser ce projet de recherche. Donc, c'était des fonds qui étaient très limités. Il demeure que c'est une V0, elle existe, elle fonctionne et on en parlera après, elle peut être passer à l'échelle et se développer. Et donc, ces 5 clauses qu'on a traduites sont accessibles à tout le monde. Toute personne qui a l'adresse du site peut y accéder et procéder à cette consultation. Donc, ils peuvent voir le contenu de la clause qu'on a réalisé volontairement
sous forme de rubriques qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire définition de la clause, contexte d'utilisation de la clause, régime applicable, texte applicable, donc droit français, encore une fois, le régime juridique et des conseils pour la rédaction parce que c'est la base, c'est les éléments, ces conseils de rédaction qui nous ont servi de point de départ pour effectuer la traduction vers le langage informatique et vers le smart contract. Alors, pourquoi je disais que ces rubriques étaient toujours les mêmes? Parce que demain, un avocat qui serait intéressé pour la traduction d'une clause sera amené à nous aider à remplir exactement les mêmes rubriques et elle s'implémentera directement sur la plateforme. Elle viendra automatiquement sur la plateforme et sera enregistrée dans la liste des clauses consultables. Donc, voilà, on a ce principe de respecter ce qu'on appelle des markdowns, toujours les mêmes. Alors, quel lien avec les smart contracts? Donc, le professionnel du droit, l'avocat qui arrive sur la plateforme, regarde l'une des clauses qui est proposée, par exemple la clause de buy or sell, la clause de préemption, on pourra y revenir, et puis se dit, moi je serais intéressée pour au moins voir ou consulter le smart contract qu'il y a derrière et qui a été développé. Donc, avant de consulter le smart contract, on recommande des conditions générales d'utilisation et un petit mode d'emploi de la plateforme. Et on recommande aux professionnels de bien lire la clause telle qu'elle est définie dans ces différentes rubriques, de bien lire la clause et de vérifier si elle correspond à son besoin. Si elle correspond à son besoin, alors on explique que le smart contract peut devenir un service qui augmentera son contrat traditionnel et les potentialités de son contrat traditionnel, mais pas nécessairement de le remplacer. Encore une fois, le contrat fiat, le contrat de base est indispensable pour le consentement des parties. Alors, je tiens à préciser qu'il y a certaines dans l'équipe de recherche ne partagent pas forcément tous cette position. C'est-à-dire que, et voilà, là, il faut que je le précise, c'est-à-dire que pour certains membres de l'équipe de recherche, un smart contract peut parfaitement remplacer ce contrat traditionnel. Bon, il y a une discussion là-dessus et puis elle est totalement ouverte. Donc voilà, il y a ce point-là qui est en discussion. Alors, à partir de là, le professionnel du droit, s'il trouve que la clause est intéressante, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de la proposer à son client, il va aller consulter le code du smart contract. Si le professionnel est également féru d'informatique ou a des connaissances en informatique pointues, il pourra apprécier le code, voir si ça correspond effectivement à ce qu'il souhaitait et voir si elle correspond à l'engagement que va avoir son client ou à l'exécution de la prestation qu'il est en train de mettre en place avec son client. Donc, il va pouvoir avoir cette appréciation parce qu'il cumule ces deux casquettes de juriste et d'informaticien. Si toutefois il ne les cumule pas, bien évidemment, il devra avoir recours à un développeur qui viendra l'assister dans cette compréhension et à ce moment-là pourront se réaliser des adaptations du smart contract. Parce que le smart contract tel qu'on l'a rédigé, c'est un petit peu comme on trouve des contrats types sur des bases de données juridiques. Donc, voilà, il y aurait un travail d'adaptation qui pourra être externalisé avec un informaticien. Donc, si je prends un exemple pour être plus concrète, cet exemple de la clause de buy or sell, donc on voit bien qu'il y a le titre de la clause, la définition de la clause, le contexte d'utilisation, on ne voit pas forcément le bas de la page. Et là, on est en mode consultation, donc je peux rester informé ici en cliquant sur ce bouton. Et rester informé va me permettre de suivre
les évolutions de cette clause et de voir si le code a changé, s'il a été amélioré par un informaticien qui a travaillé sur GitHub et qu'on a fait remonter ces informations, ou bien si un avocat est venu apporter des précisions sur les différentes rubriques de la clause. Donc, voilà, rester informé va permettre d'avoir cette actualisation tant informatique que juridique. Et puis, conseil pour la rédaction, c'est ce qu'on disait. Et si je veux consulter le smart contract, je clique sur ce bouton, voir le smart contract. Et comme je quitte cet environnement pro-juriste, on va dire, pour passer dans la sphère informatique, eh bien, il me faut, si je veux voir le smart contract, avoir un accès, avoir un compte GitHub qui va me permettre d'avoir accès à ce smart contract. Donc, je vais rejoindre le monde de l'informatique et je vais arriver sur GitHub ici, où je vais retrouver exactement les mêmes markdowns, donc je ne serai pas totalement dépaysée, avec le titre de la clause, la définition de la clause, le contexte d'utilisation de la clause. Donc, j'ai quitté l'environnement juriste-proof et j'arrive sur l'environnement informaticien. Et là, je peux accéder au smart contract en cliquant sur clause-by-yourself.sol, qui est le fichier codé en Solidity, c'est pour ça que c'est .sol. Et ici, j'obtiens, donc en cliquant sur ce fichier, j'obtiens la programmation, le code. Voilà. Donc, c'est vraiment très progressif, comme arriver sur le smart contract. Par cet environnement GitHub, tout le monde peut avoir accès au smart contract. Donc, tout le monde, tous les informaticiens qui sont intéressés dans le développement de smart contract peuvent venir collaborer à l'écriture de ce programme de smart contract. Et nous, en tant qu'administrateurs de la plateforme, on va regarder si on a des issues, si on a des requests, et on va regarder les différentes modifications qui ont été faites, parce qu'elles apparaissent, l'auteur des corrections ou des modifications, elles sont apparentes, ces modifications, donc on va pouvoir facilement les repérer. On pourra interagir aussi avec l'auteur de ces différentes modifications ou propositions. Et puis, en fonction des échanges qu'on a eus, eh bien, on poussera ces modifications soit sur le fichier, on les validera, soit on les poussera sur la plateforme pour changer les éléments qui sont ici. Voilà, je surveille en même temps le chat s'il y a des questions, mais je reste à l'écoute. Alors, on peut avoir un mode collaboratif, mais pour ce mode collaboratif, il est nécessaire de s'identifier préalablement. Donc, jusqu'à présent, on pouvait venir consulter la plateforme sans identification préalable, sans avoir de compte à créer. Pour pouvoir collaborer, c'est vrai qu'il est plus facile d'avoir un interlocuteur identifié. Donc, on a mis en place un formulaire léger qui va permettre au juriste de proposer de nouvelles clauses dont il apprécierait la traduction en smart contract, ou bien à l'informaticien qui va pouvoir proposer l'amélioration d'un code existant ou la traduction d'une nouvelle code. C'est en quelque sorte, on disait l'autre jour, une forme de wiki du smart contract. Donc, j'ai déjà expliqué que l'administration, pour l'instant, est limitée, hein, puisque on est une petite équipe de recherche, mais si cette plateforme a vocation à prendre de l'ampleur, bien évidemment, tout le travail qui sera nécessaire et qui devra être réalisé en back-office nécessitera un petit peu de renfort administratif, mais aussi technique. Donc, ce qui est important ici, c'est que je pense que tout le monde peut collaborer en fait à cette plateforme et même est invité à collaborer à cette plateforme. Ce n'est pas du tout restrictif.
Et même s'il y a une procédure de validation qui est faite par les administrateurs du closier et de la plateforme, cette idée d'ouverture est véritablement dans l'ADN de ce projet de recherche sur les smart contracts. Autre élément qui est important, c'est que ces 5 clauses font actuellement l'objet de tests. Alors, je vais revenir sur une diapositive précédente pour expliquer ce point. Donc, dans la mesure où toute personne peut apporter, y compris sur GitHub, peut apporter des modifications, il serait possible que demain, on ait un engouement inconditionnel pour cette plateforme et qu'on ait des centaines de propositions qui soient faites pour venir traduire les clauses qui ont été proposées par des juristes et les informaticiens, il y a un engouement qui se crée et viennent traduire, apporter une traduction en smart contract. Donc, l'administrateur un peu débordé et puis les informaticiens de l'équipe de recherche un peu débordés ne peuvent pas procéder de suite à la validation de ces clauses. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser les tests. Donc, pour voir si les tests sont réalisés, on a créé un statut. Donc ici, vous voyez en cours de validation, ça veut dire que les tests sont en train d'être réalisés. Et si les tests sont réalisés, eh bien, alors la clause changera de statut et passera dans un statut testé. Voilà. Donc, ça permet aussi à l'utilisateur, à l'avocat, de se dire « Ah tiens, c'est en cours de validation, ça veut dire qu'il faut que je sois un peu prudent avec le code que je vais lire parce qu'il est en cours de test ou il n'a pas encore été testé. » Alors, les 5 clauses seront testées d'ici très certainement la fin du mois suivant. Elles sont actuellement testées par une équipe, par Madame Hennebert, qui est ingénieure au CEA, et par Thomas Ferraud, qui est étudiant à Centrale Supélec. Et ils travaillent tous les deux à les tester, à la fois à vérifier la compilation du code, mais aussi à tester un correct déploiement au sein de la blockchain. Donc, c'est un test rigoureux qu'ils sont en train de mener, tout en créant en parallèle, parce que ce sont 2 chercheurs passionnés, tout en créant en parallèle un outil d'automatisation de ces tests. Ce qui signifie que pour l'instant, on est dans une V0 et on a quelque chose de très artisanal, mais si demain on arrive à imaginer une suite à ce projet, eh bien, on pourra utiliser cet outil qu'ils sont en train de déployer, qu'ils sont en train de réaliser et qui permettra une automatisation de ces tests et donc une réalisation plus rapide de ces tests, peut-être plus fiable aussi. Je crois que franchement, considérant leur qualité, on pourra faire difficilement plus fiable, mais voilà, il y aura cette automatisation-là. Donc, cette procédure va permettre de conserver cette procédure de validation en cours de validation, testée, de gestion par des administrateurs, va permettre d'avoir une ouverture maximale de la plateforme. Cette ouverture maximale de la plateforme est indispensable à l'expansion de la communauté et des utilisateurs de la plateforme, tout en conservant un contrôle sur la qualité des smart contracts qui seront proposés. Alors, oui. Non, Amélie, désolé, vous avez, excusez-moi, je crois que vous avez fini, excusez-moi. Et y a-t-il des questions à ce stade ou pas? J'ai plus qu'une slide et puis okay. après, non, pas de problème, pas bien. Donc, quelle suite donner à ce projet? Et c'est un point de discussion qu'on a eu à de nombreuses reprises. Encore une fois, c'est une V0 qui est produite ici, elle fonctionne, elle permet de voir ce que l'on peut réaliser. Donc, le rapport final du projet de recherche sera publié sur le site de la mission de recherche droit et justice en 2021. Également, sera publié au premier semestre 2021 un ouvrage qui va présenter cette recherche
auprès des éditions Larcier qui soutiennent ce projet. Donc, cet ouvrage va présenter à la fois le projet de recherche, tout le travail qui a été mené sur la sélection des clauses, tout le travail qui a été de réflexion qu'a eu l'équipe sur la régulation que l'on doit avoir des smart contracts, et puis une analyse commentée de plusieurs clauses, et une troisième partie sur quelles clauses demain il serait pertinent et intéressant de traduire, et peut-être quelles clauses justement il ne faudrait pas traduire à l'avenir parce que nous ne le recommandons pas. Donc voilà cet ouvrage qui est en cours de parution, enfin qui va paraître aux éditions Larcier. Et enfin, et je pense que cet élément est important, c'est qu'on souhaiterait bien sûr qu'il y ait un passage à l'échelle de la plateforme et qu'il y ait bien sûr de nombreuses contributions juridiques et informatiques pour proposer encore plus de clauses. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, il faut assurer une maintenance administrative, technique, juridique pour rester qualitatif et avoir toujours cette exigence de rigueur scientifique que j'exposais au départ. Ce qui explique que peut-être on va se tourner vers des appels à projets de valorisation ou de prématuration qui vont nous permettre de réaliser ces améliorations. Toutefois, pour des projets de valorisation et de prématuration, il est nécessaire de trouver des partenariats avec une entreprise parce que pour ma part en tout cas, et puis pour plusieurs membres de l'équipe, on est enseignant-chercheur, on n'a pas dans l'objectif de monter une start-up. Alors peut-être que certains se dévoileront dans les mois à venir, mais ça serait formidable d'ailleurs. Mais voilà, l'idée sur une prématuration, sur une valorisation, c'est de s'associer à une entreprise pour qu'elle prenne en main cette plateforme et de continuer la collaboration recherche publique avec un développement plus commercial et plus industriel de cette plateforme. Donc voilà, l'objectif pour l'avenir et pour permettre à cette plateforme de continuer à exister, de continuer à faire le lien entre les différentes communautés. D'un côté, la communauté de personnes qui souhaitent développer des smart contracts, mais qui ne savent pas forcément les mettre à disposition, trouver les interlocuteurs juristes, et puis d'un autre, des juristes qui souhaitent proposer ces nouveaux services technologiques à leurs clients. Je vous remercie. Et puis, je réponds avec grand plaisir à vos questions. Merci Amélie et désolé de t'avoir interrompu. Donc, vous avez tous compris, c'est un appel à la collaboration. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la présentation, sur le closier, la démonstration que Amélie a faite aujourd'hui? Maître Lefort? Si vous permettez, ouais. Enfin, je voulais remercier, vous remercier tous pour cette présentation. J'ai trouvé que c'est très intéressant et je débarque un peu, mais justement parce que je débarque un peu, j'aurais besoin de. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus concrètement, en fait, l'avocat qui tout à coup se dit, bah tiens, moi, j'aimerais recourir à ce moyen-là. Et conclure, faire conclure un client un smart contract pour je sais pas quoi, la vente d'actions ou que sais-je. Est-ce que vous arrivez à nous expliquer très concrètement en fait comment ça se passe? Parce que du coup je vois l'outil, mais l'utilisation concrète elle m'échappe encore. Alors, oui, on a été contacté par un cabinet d'avocats qui s'est montré intéressé pour qu'on leur fasse une démonstration sur alors, j'aurais proposé la clause de buy or sell parce qu'en l'occurrence, c'est ma préférée. Malheureusement, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu encore les rencontrer, donc je ne peux pas utiliser cette expérience pour vous en faire part, mais tel que je l'imagine. Tel que je l'imagine, l'avocat
rédige son contrat, en l'occurrence contrat traditionnel dans lequel il va permettre à ses associés qui sont égalitaires, et il va leur expliquer que s'ils arrivent dans une situation de crise ou de mésentente, eh bien, la clause de buy or sell telle qu'elle est présentée dans leur contrat va leur permettre à l'un ou à l'autre de sortir de la société. Et puis, il va leur proposer la possibilité d'exécuter automatiquement cette sortie en prévoyant l'utilisation d'un smart contract. Et c'est là que l'avocat va devoir expliquer qu'à ce moment-là, s'il constate une situation de mésentente, il n'aura qu'à enclencher la procédure sur le logiciel de smart contract qui va se dérouler automatiquement sans qu'il y ait d'intervention extérieure. Et les parties viendront réaliser une option. Est-ce qu'il est nécessaire que j'explique cette clause de buy or sell peut-être? Oui, tu peux prendre comme exemple. Oui. Donc, je vais la prendre comme exemple et je vais expliquer peut-être comment la coder si vous voulez, parce que ça pourra peut-être répondre à votre interrogation pratique. Bon, la clause de buy or sell, l'hypothèse, c'est que l'un des associés puisse sortir de la société lorsqu'on est dans une situation de blocage. Il va faire une offre. Il va réaliser une offre à l'autre associé en lui disant « Je suis prêt à t'acheter tes actions à 100 000 euros ». En face, l'autre associé aura la possibilité soit d'accepter ce rachat des actions à 100 000 euros, soit de refuser cet achat à 100 000 euros, mais se trouvera dès lors dans l'obligation, lui, d'acheter pour 100 000 euros, parce que le prix est important, pour 100 000 euros les actions de son partenaire, de son ex-partenaire en l'occurrence, et tout ceci dans un délai qui est déterminé. L'avantage du smart contract, c'est qu'on se situe, je trouve, dans la clause de buy or sell, précisément où il est intéressant, parce qu'on est dans une situation de blocage et de mésentente, il est assez intéressant de faire intervenir un programme qui est déjà écrit, déjà codé, où on n'a pas de discussion, de négociation, etc., où les choses sont déjà cadrées et vont s'exécuter automatiquement, sans qu'on ait à intervenir. Donc, si vous voulez, je peux rentrer dans les détails du code, mais je ne voudrais pas perdre l'auditoire. Mais voilà, pour moi, l'intérêt, c'est sur certaines clauses d'apporter un plus au contrat et d'apporter une efficacité juridique supplémentaire. Merci Amélie. Et peut-être pour compléter, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que aujourd'hui, on est très tôt dans la technologie de la blockchain, où il n'y a pas une adoption de masse par rapport à cette technologie-là. Mais à Genève, avec la Capital Market Technology Association, on se penche sur la question de savoir comment tokeniser les actions d'une société. Et à terme, typiquement, ce qui est intéressant de voir, c'est les conventions d'actionnaires. Si on tokenise les actions, on pourrait typiquement utiliser un contrat traditionnel de convention actionnaire et le traduire en code pour toutes les parties exécutoires, droit de préemption, cession d'actions, et puis vraiment utiliser ces smart contracts de manière effective. Donc, effectivement, tout ça, c'est une mise en place, c'est le début de quelque chose, on n'y est pas encore. Et c'est pour ça que, pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir une plateforme, avoir des experts et avoir des standards qui puissent se fixer, que tout le monde puisse ensuite utiliser à terme. Stéphane, tu avais une question? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. C'est très intéressant. Un point, j'ai une question de détail, mais à l'avenir, est-ce qu'il y a l'ambition de créer une sorte de label, par exemple, lorsque on crée son site où il y a des smart contracts intégrés, il y aura une sorte de label qui dit Smart Contract Uni-Grenoble Inside ou un truc comme ça. Est-ce que c'est important d'avoir ce tag de qualité pour véhiculer auprès du public qu'il y a vraiment un truc sérieux à l'intérieur,
ou bien tout ça, ça va un peu s'étioler, puis les programmeurs vont utiliser des fois ce bloc, des fois un autre bloc pour, quoi, dans le sens juste de bloc de coding. Et tout ça va simplement un peu il y aura une sorte de diffusion dans la pratique des informaticiens. Comment voyez-vous les choses sur ce sujet? Alors, je vous remercie de votre question. C'est vraiment un point sur lequel on a réfléchi et sur lequel on s'est interrogé. Donc, pour nous, il n'y a, enfin, on ne souhaite pas qu'il y ait de propriété véritablement sur les codes, et on souhaite les laisser circuler et s'améliorer. De toute façon, il y a des mises à jour régulières, parfois structurelles et importantes. Donc, on souhaite que les codes circulent. Il demeure que cette question de labellisation et de certification, et pour aller au-delà, j'ai présenté la page où la clause a un statut en cours de validation ou testé. Avant de tester, on avait marqué certifié, parce que justement, on voulait que ces clauses-là reçoivent une forme de certificat et que l'avocat qui utilise cette clause puisse également se prévaloir de ce certificat, de cette forme de labellisation, même si ce n'est pas labellisé par un organisme, parce qu'on en est pour l'instant qu'au balbutiement de la standardisation et de la normalisation, comme tu le disais Fabien. Donc, on ne peut pas obtenir de label à proprement dit. Par contre, voilà, on voulait effectivement apporter cet élément qualitatif par une certification. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas encore écrit, on a juste écrit tester sur le changement de statut de la clause, mais à terme, on souhaite que ces clauses soient écrites comme certifiées. Quand on voit l'ampleur du travail qui a été réalisé par l'équipe de recherche sur la base juridique, la sélection déjà des clauses, ensuite la base juridique, puis la traduction en informatique, puis les tests qui sont aujourd'hui réalisés par l'équipe du CEA avec Madame Hennebert, on estime qu'effectivement, ça peut être un argument presque marketing pour les collègues avocats qui se serviront de ça. Et pour nous, un élément qualitatif qui va faire qu'on va revenir vers nous avec plus de confiance. D'accord, merci beaucoup. On s'est vraiment posé la question et je suis contente qu'elle ressorte aujourd'hui. Merci. Merci. Pascal Goff, vous avez aussi des questions? Merci Stéphane. Oui, merci Fabien. Je voulais juste peut-être rajouter un point. D'abord, merci pour la présentation, c'était très intéressant et très clair. Mais un peu pour rebondir sur la question de Maître Lefort et la question de Stéphane. D'une part, en termes d'implication pratique, les éléments, les blocs, si l'on veut, de construction sont là. On peut tokeniser les actions typiquement ou d'autres titres, mais il n'y en a pas assez encore sur le marché pour que ça ait une importance pratique évidente. C'est clair que le jour où beaucoup plus d'émetteurs auront des actions tokenisées et les standards sont là où ils attendent à être utilisés, notamment ceux de la CMTA, mais aussi d'autres, l'usage des smart contracts, par exemple, pour les clauses buy-sell ou les clauses de préemption ou d'autres, permettront d'éviter simplement un intermédiaire supplémentaire. Aujourd'hui, on passerait par un escrow agent, donc un tiers avec de la documentation et un tiers de confiance qui détiendrait les titres en dossier en blanc, etc. Simplement, on pourrait se passer de ça et donc réduire les frais de transaction, réduire les risques du tiers, etc. Et à terme, la vision serait que pour les actions tokenisées, eh bien, les gens utiliseraient ce genre de banque de données. En tout cas, c'est l'espoir. Et puis, pour rebondir sur la question de Stéphane, qui est vraiment spot-on sur la problématique, et parce que ce qu'on voit aussi avec la CMTA, la Capital Market and Technology Association, on a eu des demandes d'usage d'un exemple d'implémentation de tokenisation des actions, mais pour qu'il y ait un usage institutionnel, il est nécessaire, que le code soit audité et qu'il soit en gros certifié ou testé. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de validation ou de marque de certification. Et c'est clair que
un projet, évidemment open source académique, aura plus de peine à certifier directement. Peut-être qu'il faudrait y réfléchir à une association ou un organe national ou international plutôt, hein, pour standardiser et se faire certifier, etc., ce genre de standard. Merci Fédor, c'est extrêmement important, effectivement, cette standardisation. Et je crois, Amélie, peut-être tu peux dire quelques mots par rapport à la norme ISO qui se penche aussi sur la question des smart contracts et le protocole Accor. Je ne sais pas si tu voulais toucher quelques mots par rapport à ça. Oui, je vous rejoins. Juste une petite précision, si tu me permets, Fabien. Je voulais vous dire que je vous rejoins parfaitement sur la nécessité que le projet prendra de l'ampleur et deviendra peut-être plus évident dans son utilité lorsque les titres des sociétés seront tokenisés ou seront plus tokenisés. C'est une évidence. Et puis peut-être même que dans 5 ans, on fera ça, comme tu le disais, Yaniv, en introduction, du bout de son pouce sur un smartphone et que ça sera totalement fluide, qu'on n'aura même plus de questions à se poser sur le protocole qui est sous-jacent. Aujourd'hui, avec les ERC, que ce soit les librairies ERC 1400, etc., on a tous les outils. Mais il faut qu'effectivement, la pratique et les sociétés derrière procèdent à cette tokenisation. Et je parlais de la société Crypto for All parce qu'on a travaillé avec eux parce que justement, ils se sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, voilà pourquoi on s'est associé avec eux durant le projet. Sur la standardisation, c'est aussi une question essentielle. Actuellement, on n'a pas de normes qui sont sorties. Il y a un groupe de travail AFNOR qui est français, qui travaille sur cette question. Il y a au sein de l'ISO différentes normes qui sont actuellement à l'étude. Il y en a sur les smart contracts. Elle a d'ailleurs débuté en 2017, la réflexion sur les smart contracts au niveau de l'ISO. C'est essentiel effectivement d'avoir ce processus de normalisation pour 2 raisons. La première, c'est effectivement pour définir des standards, assurer une sécurité et puis avoir un containment, un encadrement un peu plus précis de ces différents outils technologiques. C'est très important pour une autre raison qu'on n'a pas encore abordée, c'est la question de l'interopérabilité des blockchains et des protocoles qui sont construits et des applications qui sont construites sur ces différents protocoles. Donc, cette normalisation, elle est essentielle pour cette seconde raison. Et puis, moi, j'en vois une troisième, mais c'est parce que je suis une juriste en propriété intellectuelle et donc je suis sensible aux questions de brevets, de monopole technologique et d'emprise monopolistique qu'on peut avoir sur des technologies qui demain seront essentielles. Et pour moi, si on parvient assez rapidement à cette normalisation, à cette standardisation à travers, que ce soit à travers l'AFNOR ou l'ISO, alors c'est vrai que si l'ISO pouvait ne pas nous imposer, comme ils l'ont fait sur Internet, leur façon de voir les choses sur la blockchain, ça serait bien. Si on peut avoir notre mot à dire, c'est bien qu'il y ait des groupes de tous les pays qui puissent amener des visions un peu convergentes et différentes. Mais pour revenir à ce que je disais sur la propriété intellectuelle, aujourd'hui, il y a des licences FRAND qui permettent de protéger des technologies qui sont essentielles et qui vont permettre d'éviter qu'il y ait une structure qui garde ces technologies de base qui servent à construire toutes les applications au-dessus, les couches applicatives, hein, on connaît bien ça en blockchain. Et voilà, donc je pense que pour ces 3 raisons, la normalisation, la standardisation et tout le travail qui est mené en ce moment sur l'ISO ou l'AFNOR, c'est essentiel. Merci Amélie. Il y a une question de Slowfor. Est-ce qu'il existe une structure auprès de laquelle des non-informaticiens juristes peuvent se former aux aspects techniques de la blockchain et smart contracts? C'est une question pour toi.
Alors, on pourra y répondre, mais surtout, c'est que les personnes qui veulent s'impliquer, en tout cas dans le closier, la librairie de smart contract de Grenoble, si je comprends bien, l'avocat peut proposer une clause et vous avez vous aussi une équipe technique qui peut aider l'avocat pour la rédaction de la clause en termes techniques, c'est juste? Alors, pour l'instant, le projet de recherche est terminé. Ouais. Ce qui signifie que l'équipe, même si on reste soudés parce qu'il y a des liens d'amitié qui se sont créés, et puis il y a un centre commun d'intérêt scientifique, enfin un centre d'intérêt scientifique, pour l'instant, le projet est terminé. Mais si le projet continue, oui, on pourra proposer ce service. Et oui, on a les ressources à l'université Grenoble-Alpes pour proposer ce service. D'accord. Alors, pour répondre à la question, en tout cas du côté de Genève, en tant que membre de la CIMBAR, on a réfléchi à la question de savoir si on pouvait également fournir des ateliers pratiques techniques dans la blockchain. Après, il faut savoir combien de gens seraient intéressés à le faire. Mais si la question a été posée, on pourrait faire un atelier avec des développeurs à Genève qu'on connaît. Je sais que toi, Fedor, tu codes aussi de ton côté. Ça vaut peut-être la peine d'organiser un atelier pour montrer un peu comment fonctionne le code et comment l'impliquer, comment traduire une clause juridique en code finalement. Et ça, je pense, ça nécessite un atelier assez long et on ne peut pas vraiment l'expliquer en 5 minutes, malheureusement. Y a-t-il d'autres questions? Et je rejoins la remarque sur le DLC est en train de compiler les formations existantes. C'est essentiel. Et c'est vrai que de pouvoir répondre à cette demande aidera bien évidemment à la prise en main de ces solutions technologiques. C'est une belle initiative. D'accord. Yannick, tu avais des questions? En fait, c'était pour rebondir sur une question précédente, je pense que c'est utile pour les non-initiés de comprendre si on utilise une clause auto-exécutante de la manière dont tu parlais, Amélie, comme augmentation d'un contrat traditionnel, par exemple la buy or sell, concrètement, l'avocat qui veut la réutiliser, il fait comment s'il veut la proposer au client? Si on peut juste avoir un exemple concret de comment ça se passe, cette réutilisation. Alors, ce qu'il faut comprendre avec la blockchain, c'est que lorsqu'on va inscrire un smart contract sur la blockchain ou toute opération en fait sur la blockchain, ça va nécessiter un minage. Et s'il y a minage, s'il y a un travail qui est pour l'instant Ethereum n'est pas totalement passé sur la preuve d'enjeu, mais s'il y a un minage, ça coûte du gaz, c'est-à-dire que ça a un coût. Donc, désolée de rentrer dans ces éléments techniques, mais c'est pour répondre à ta question, Yannick. Donc, aujourd'hui, ce qu'on préconise, nous, c'est qu'un avocat qui s'intéresse à ces questions de smart contract et qui voit un intérêt à utiliser la clause de buy or sell avec ses clients, il déploie une seule fois, le smart contract sur la blockchain, le smart contract buy or sell. Une fois qu'il a déployé ce smart contract buy or sell sur la blockchain, il ne va pas le faire systématiquement à chaque fois qu'il rencontre un nouveau client. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler l'adresse du smart contract, très concrètement, en disant c'est ce smart contract que je veux utiliser, qui a déjà été déployé pour le client X. Maintenant, je rencontre le client Y, je veux utiliser ce smart contract, donc il va utiliser ce smart contract et il va simplement, avec toutes les précautions nécessaires, mais il va simplement avoir à renseigner comme s'il remplissait les cases vides d'un contrat type qu'on trouve dans une base de données juridique. C'est-à-dire, il va renseigner les adresses des tokens des actions, on en parlait tout à l'heure de son client A, et puis il va renseigner les securities tokens du partenaire B pour pouvoir procéder à l'échange lorsque la clause sera opérée. Et puis, il va chercher les adresses des comptes wallet
de son client A et l'adresse du compte wallet du partenaire. Et puis, il va simplement remplir ces différents éléments, suivre le protocole tel qu'il a été, le programme logiciel tel qu'il a été proposé et rédigé par les collègues sur la plateforme. Et à partir de là, laisser les choses, par exemple, si on reprend le contexte de la clause buy or sell, à un moment donné, l'associé A a un délai de 3 mois pour répondre à l'offre qu'a fait B. Donc, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est qu'il choisit effectivement d'acheter, A choisit d'acheter les tokens qui tokenisent, on va dire, les actifs de la société. Et donc, une première transaction aura lieu dans ce sens. Il va payer le prix à son partenaire. Donc, une seconde transaction aura lieu dans ce sens. Ça, c'est la première. Et là, le smart contract est terminé. L'opération est réalisée. L'exécution a été automatisée. Ça s'est fait en 3 secondes et demie. Ou bien, autre possibilité, il ne veut pas acheter et à ce moment-là, il est prêt à vendre, buy or sell. Donc, il est prêt à vendre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va transférer ses actifs tokenisés et il va recevoir le prix correspondant. Et le smart contract est terminé. L'exécution de la clause est terminée. Ou bien, troisième hypothèse, le temps est écoulé. À partir du moment où on a appelé l'adresse du smart contract, il y a une unité de temps. Alors, attention, parce que sur la blockchain, il n'y a pas d'horloge. Donc, c'est vraiment une unité de temps qui s'est écoulée. Et à partir de là, il a laissé le temps s'écouler. Il est obligé de vendre. C'est plus clair comme ça? J'ai répondu à ta question. Oui, merci. Et c'est vrai que c'est une opération, quand on est dans un cabinet d'avocat avec son client en face, avec les tensions, l'émotion aussi qu'il peut avoir, la nécessité de faire un virement, d'attendre le virement, de vérifier qu'il a été correctement fait, l'ordre de virement, la lettre recommandée, etc. Ce sont des tensions qu'on s'évite par ce programme. Pour en revenir à la toute première question qui avait été posée par Maître Lefort. Vous permettez juste que je rebondisse encore sur ce que vous venez de dire, parce que l'exécution automatisée, alors c'est assez magique. On parle de paiement du prix, parce qu'évidemment, souvent, c'est un enjeu un peu délicat. Quelqu'un doit vous payer un prix pour des actions, on parlait de 100 000 euros. Vous disiez que le paiement du prix, il est aussi automatisé, puisqu'il est compris dans l'exécution. Ça veut dire que la personne doit avoir des cryptoactifs à disposition qui sont prévus pour ça. Enfin, je veux dire, on ne va pas pouvoir faire un virement bancaire qui soit inclus dans l'exécution du smart contract. On peut, au lieu d'avoir un wallet de crypto-monnaie, on peut avoir de la monnaie fiat traditionnelle. On n'est pas obligé d'avoir un wallet de crypto. Par contre, dans ce cas-là, vous savez, lorsqu'on écrit le smart contract, on vérifie les balances des wallets pour vérifier que chacun a bien l'argent. Avant même d'exécuter les autres opérations, le programme logiciel va vérifier que chaque wallet a la provision suffisante. Bon, ça, c'est un grand principe qu'on commence à intégrer de la blockchain. Et du coup, lorsque on a des wallets qui sont exogènes, qui font appel à des valeurs qui sont contenues off-chain, il faut avoir un process de vérification. Et là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du projet qui est un petit peu technique, mais voilà, il faut être capable de vérifier cette balance-là. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être, de notre côté, un complément sur la discussion, c'est qu'en fait, le closier, donc, c'est-à-dire qu'en fait, la transaction se fait dans la blockchain, personne n'intervient, mais le closier, c'est-à-dire que l'avocat peut intervenir en amont, dans la rédaction de la clause, dans l'exécution de la clause en fonction des volontés des parties. Et puis, typiquement, le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème avec le smart contract?
s'il y a peut-être une erreur dans le code. Et puis, typiquement, nous, on a réfléchi dans la question par rapport au commodity trading et des valeurs extrêmement importantes qui sont transférées dans les escrocs. Et si y a ces valeurs-là qui sont bloquées et que les parties ont un litige, comment faire ensuite pour trouver une solution? Et donc, on est en train de travailler un projet également avec Fedor Paskiakov sur un système d'arbitrage. On appelle ça l'arbitration library, où en fait, dans le smart contract qui est contracté dans le contrat, on peut faire intervenir l'intervention d'un tiers au cas où il y a un litige entre les parties et les personnes puissent ensuite faire une médiation. Et s'il n'y a pas de médiation, mais cette partie d'arbitrage se fera off-chain. Et ensuite, s'il y a une décision d'arbitre qui a été rendue, grâce à la Convention de New York sur l'exécution des sentences arbitrales, elle est valable dans 149 pays et elle peut être finalement rendue dans la blockchain. Donc ça, c'est un sujet on a parlé avec le Digital Law Center et peut-être ça pourrait faire aussi l'objet d'un atelier si des gens sont intéressés sur la question. Peut-être Fedor, tu veux réagir sur ça? Merci Fabien. Effectivement, on est plusieurs à travailler sur ce projet de Legal Oracle, comme on l'appelle. L'idée n'est pas évidemment de dénaturer le smart contract qui est censé être automatisé, etc. Mais comme on est beaucoup d'avocats autour de la table et on pense toujours à des choses qui arrivent et où le contrat ne doit pas justement s'exécuter parce qu'il y a plein d'autres choses qui surviennent. Et du coup, on a pensé à trouver un mécanisme où malheureusement, on a fait intervenir un tiers de confiance qui peut arbitrer, stopper le contrat et rediriger les flux différemment pour plein de raisons. Et là, l'intervention de l'avocat et le rôle de l'avocat sera d'autant plus important de prévoir de nouveau les litiges potentiels, les risques et de prévoir à qui on confie le rôle de contrôler le smart contract pour rediriger les flux d'une manière qui n'avait pas été par hypothèse prévue par les parties au départ. Alors, il y a encore quelques étapes à franchir et des obstacles. Hein. On parlait tout à l'heure aussi de paramétrer le smart contract, peut-être de transférer des valeurs dedans où l'avocat pourrait le faire. Il faut aussi faire attention aux aspects LBA, hein, parce qu'on bouge des valeurs qui sont des valeurs évidemment patrimoniales appartenant à des tiers. Bien sûr, oui, ça peut être lié à une activité typique de l'avocat, mais pas toujours. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Et aussi les risques, hein, parce que manipuler les clés privées, c'est très bien. Ceux qui savent le faire, c'est parfait. Si on parle de 100 000 euros, peut-être que ça peut être absorbé par une assurance si on fait une fausse manipulation. Quand on parle de valeurs plus importantes, il y a d'autres risques et il faut avoir évidemment des experts qui savent utiliser ce genre d'outils. Je vous rejoins parfaitement tous les deux et c'est vrai que tu m'en avais parlé, Fabien, et c'est véritablement très utile d'avoir la possibilité d'un mode alternatif de règlement des litiges qui interviennent off-chain et qui puisse répondre à ces… C'est un élément aussi qui rassure la profession parce que vous avez raison, la part de risque, particulièrement lorsqu'on ne maîtrise pas un langage, lorsqu'on ne le comprend pas, c'est très compliqué. Il demeure que de ce que j'ai pu apprendre durant les 2 ans de ce projet et de côtoyer mes collègues en informatique, de les voir travailler, lorsque je leur expliquais par exemple que justement mettre en séquestre 100 000 euros et qu'on est professionnel du droit, mais que ces 100 000 euros, on n'a pas forcément la possibilité de créer ce mouvement de séquestre ou que ça nécessite un acte préalable judiciaire ou consenti par les parties. Eh bien, ils m'expliquaient qu'ils ont des solutions de programmation qui permettent de ne pas avoir cette manipulation des sommes et de ne pas avoir ces mouvements à réaliser. Et je vous donne un exemple de programmation, moi, qui m'a stupéfaite parce que justement, ce problème de mouvement m'interrogeait et pour moi était une limite. Ils m'ont expliqué qu'il y avait un statut de cette somme et que cette somme pouvait être effectivement transférée ou elle peut être confinée. Alors, le terme est à la mode, mais la somme confinée, c'est en quelque sorte une somme qui reste dans le wallet. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de transfert, rien n'est fait. Mais par contre, ils ne peuvent pas en disposer. Elle est intouchable en quelque sorte. Voilà. Donc, ça, ce sont des
je trouve que la synergie qui peut exister entre ce qu'un informaticien peut faire et le droit, elle est véritablement en construction. On a toute une réflexion à avoir pour sécuriser au maximum et apporter ainsi la confiance nécessaire pour les professionnels du droit et de la justice. Merci Amélie. Jacques, toi tu avais une question également? Juste, merci beaucoup Fabien. Une brève réaction aussi par rapport à ce qui a été évoqué par Fedor. Et bonjour à toi Fedor, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu, sympathique de se voir en ligne. Par rapport aussi à l'arbitrage et au fait de penser au mode certes alternatif de résolution des litiges, mais qui, comme on sait, dans un contexte international, sont en réalité des modes prioritaires, voir comment est-ce qu'on interagit entre les moyens technologiques et les moyens juridiques classiques, et en particulier la Convention de New York. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Je partage sur le chat avec tout le monde un article parmi de nombreux autres, et pour effectivement rebondir sur ce que tu as évoqué Fabien et dire tout notre intérêt au Digital Law Center de voir ce qu'on peut faire ensemble sur ces thèmes, et aussi pour ces thématiques comme pour de nombreuses autres de profiter, je pense, de cet écosystème très privilégié qu'on a ici à Genève avec des acteurs globaux qui travaillent passablement sur ces thématiques de justice numérique, en particulier le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI par exemple, et d'autres qui ont une longue expérience, pas peut-être nécessairement sur cette question spécifique, mais plus généralement sur la justice numérique. Et je pense qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. Simplement un commentaire, une réaction pour saluer et accueillir volontiers toute idée, réflexion et activité à venir sur ces thèmes. Merci Jacques, c'est dûment noté, merci. Maître Raymond, vous avez une question également? Oui, j'avais juste un petit commentaire. Il reste que dans le paysage d'aujourd'hui, les smart contracts, beaucoup de ces contrats, enfin ces smart contracts sont proposés de façon unilatérale sur le modèle du contrat d'adhésion. C'est-à-dire qu'il y a un smart contract qui est déployé sur une blockchain et je mets des fonds dessus ou pas, mais je ne peux pas tellement avoir ma propre parole sur ce qu'il y a dedans non plus. Ce n'est pas un contrat négocié. Et dès qu'il y a des erreurs dans le code ou certaines conditions qui sont peu claires, eh bien, tout tombe, comme on l'a vu avec l'exemple de The DAO. Donc, quand je vois le projet qui est proposé aujourd'hui, est-ce qu'on voit donc une certaine vision positive des smart contracts, une certaine professionnalisation des smart contracts? Est-ce que ça va devenir vraiment des contrats négociés en tant que tels ou des excroissances de contrats négociés? Donc, on va s'éloigner du modèle qui est aujourd'hui prédominant. Je voulais juste avoir un peu votre opinion là-dessus. Je vous remercie de votre question. Je vous rejoins parfaitement sur le risque qu'il peut y avoir à la massification du smart contract, notamment dans ces contrats d'adhésion, et imaginer que des grands services type, alors nous, Électricité de France par exemple, se servent de smart contract. C'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais pour nous, il y a une différence entre ce qu'on a essayé de réaliser sur la plateforme qui relève de la haute couture, avec de l'analyse fine, vérifier si chaque wording, legal wording ou technical wording correspondait, si on ne dévoyait pas la commune intention des parties, etc., avec du prêt-à-porter qui consisterait à traduire en smart contract ces contrats d'adhésion déjà auxquels on n'a jamais pris part, et puis on n'a même pas pu négocier ou voir un peu les termes du contrat. Donc, vraiment, quand on a commencé à travailler sur cette sélection des clauses, et je vous remercie de me poser la question, c'est un point que je n'avais pas relevé dans la présentation, il y a eu ce choix-là de fait, de travailler dans la granularité. Merci Amélie, peut-être comme complément, quand vous disiez, mais est-ce que les smart contracts vont remplacer les contrats traditionnels? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un smart contract n'est que l'exécution des termes d'un contrat. Et dans un contrat, il y a des clauses opérationnelles, des clauses non opérationnelles. Donc pour nous, c'est plus un contrat traditionnel
qui serait rédigé par tous les avocats normal avec des clauses opérationnelles non opérationnelles, avec des clauses de fort, de juridiction de droit applicable, mais dont les clauses exécutives peuvent être traduites en code. Et puis la question par rapport à la sécurité des transactions, etc., typiquement, on ne peut pas prédire ce qui peut arriver avec la technologie, même entre les parties. Si les parties veulent changer, veulent modifier leur contrat alors que le smart contract n'est pas modifié dans le blockchain, comment on fait? Donc c'est important aussi de prévoir justement ce qu'on disait au début, cette arbitration library, au cas où il y a un litige et qu'un tiers puisse intervenir. Voilà, il n'y a pas d'autres questions sur le forum. Ah si, excusez-moi, non, il y a une question. Smart contract et cybersécurité. J'ai combien d'heures? Je crois que ça pourrait faire une jolie dissertation pour nos étudiants. Il y a toujours des attaques possibles, c'est ce qu'on disait. On n'est pas au zéro risque, d'autant plus lorsqu'on utilise ces nouvelles technologies. Il faut les manier avec prudence et beaucoup de précautions. Voilà, je ne sais pas que dire de plus sans trop entrer dans le détail et risquer de déborder l'horaire. Alors, je ne sais pas qui est SB, peut-être vous vouliez être plus précis dans la question? Il demeure que les smart contracts ne sont qu'une application de blockchain. Et les protocoles, oui, voilà, la blockchain assure ça. Et les protocoles blockchain peuvent se prévaloir d'une forme d'intégrité technique, pour autant qu'il n'est pas totalement infaillible, mais certaines de ces caractéristiques techniques contribuent à cette intégrité. Alors, et cette fiabilité, si on part du principe que les smart contracts sont déployés sur blockchain, ils vont bénéficier des caractéristiques propres au protocole. Pour autant, on a parlé des failles dans l'écriture logicielle et c'est un problème qui est réel. Tout comme il peut y avoir une attaque. Vous avez cité tout à l'heure l'attaque de ZDIAO, c'en est une. Donc, voilà, on n'est pas non plus à l'abri. Je pense qu'aujourd'hui, garantir l'infaillibilité du système, c'est faux. Alors, peut-être une chose, et c'est une chose importante à dire, c'est que cette attaque de DAO, c'était le smart contract de DAO qui a été hacké. Et en revanche, la blockchain Ethereum, sur le principe, n'a pas été hackée. Donc, le protocole en tant que tel est normalement solide. Simplement, c'est qu'il faut faire attention quand on code les smart contracts, parce que ces informations qui font les codes, il faut qu'ils soient... Oui, tout à fait. Et le code d'ailleurs de The DAO tenait en quelques lignes. Ce n'était pas un code compliqué. Mais sur les protocoles blockchain, il y a des modes de consensus qui vont permettre des évolutions du protocole qui vont se faire comme si on le comparait à toute démocratie. Ça va se faire de manière souple, c'est des soft forks ou de manière un peu plus musclée et les changements dans le protocole technique et l'écriture même du protocole va évoluer sous la forme d'un hard fork qui peut parfois être malveillant aussi. Donc voilà, sur le protocole blockchain, si on est sur des consensus de preuve de travail. Les preuves d'enjeu, c'est encore autre chose. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions, merci Amélie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore d'autres questions, d'autres clarifications dont il a besoin?
Alors, peut-être, si ce n'est pas le cas, il ne nous reste plus qu'à conclure donc cet atelier. Donc, merci Amélie, vraiment, on est honoré de ta présence et puis d'avoir démontré cette recherche qui a duré 2 ans. Et c'était très, très impressionnant. Je pense, et ça c'est important pour tout le monde, ce n'est pas une simple présentation, c'est vraiment un appel à la collaboration. Donc, voilà, l'Université de Grenoble a fait ce closier sous l'angle du droit français. Si certains veulent participer pour développer la partie suisse de ce closier et puis rajouter des clauses pour en faire une standardisation qui à terme pourrait être utilisée par tous les juristes, l'idée c'est d'avoir une vue transversale, trans aussi droit. Donc manifestez-vous. Et merci à tous pour votre attention et aussi merci au Digital Law Center d'avoir co-organisé cet événement. Ah, attendez, je crois qu'il y a Maître Lefort qui a encore une question. Dites-moi. On ne vous entend pas avec le micro. Non, ouais, désolé, c'était pas une question. C'était un petit applaudissement en fait qui apparaissait sur le coin. Ah, merci. Oui, effectivement, comme on est un peu en Zoom, on n'a pas trop le feedback. Mais en tout cas, voilà, prenez soin tous de vous dans ces temps difficiles. Et puis, on essaie de se voir tout bientôt. Voilà. Merci à vous tous et puis à ces échanges. Merci à Fabien et Yaniv d'avoir collaboré au projet et merci au Digital Law Center pour cette invitation. C'était un plaisir. Parfait. Ben, merci à tous. On reste en contact. Le Digital Law Center va suivre de près ces évolutions, les formations. On espère poursuivre la collaboration avec la CIMBAR, en particulier aussi la CFP, puisqu'il y a des formations pour la LPD qui sont à bout touchant. Là, on va vous informer dès que possible, mais les mois à venir. Et puis, les défis sont importants, mais on se réjouit de les relever ensemble. Merci encore à toutes et à tous de votre intérêt et participation. Et stay safe, comme on dit. Parfait.